Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de CX au quotidien. Bonjour Laetitia. Bonjour Julie, merci de m'avoir invitée. Ça me fait grand plaisir. Alors, on reçoit encore une fois Laetitia. C'est pas la première fois qu'elle est avec nous aujourd'hui. Et c'est toujours un plaisir et c'est toujours des sujets qui sont passionnants. Je vous le dis déjà à l'avance. Alors, Laetitia, pour ceux qui ne t'ont pas vu dans les saisons précédentes, est-ce que tu peux te décrire un peu, parler de toi? Qui es-tu donc? Alors, moi, je suis Laetitia Massa, cofondatrice de Pinchasa. Donc, Kinshasa, pour ceux qui connaissent, avec un P à la place du K. Mm-hmm. Et ce que nous faisons, c'est Pinchasa, c'est construire des marques ou en tout cas transformer des marques en des marques plus profitables, plus empathiques et plus enchanteresses, on va dire. Tout ça grâce au pouvoir de l'empathie, mais plus structurellement au pouvoir du design thinking, des méthodologies design de manière générale. Parfait. Et alors, Laetitia est ici aujourd'hui parce que j'ai participé à un webinaire qu'elle a donné il y a quelques mois et j'ai été enthousiasmée par le thème dont on va parler aujourd'hui, qui est l'empathie structurelle. Et alors, on va commencer déjà par définir c'est quoi l'empathie pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Ensuite, tu feras le lien, si tu veux, entre empathie et le côté structurel de la chose. On partira de là. Tout à fait. D'ailleurs, j'espère que tu fais partie de ceux qui ont obtenu les fameux slides de ce webinaire parce que ils ont eu pas mal de succès. Donc, Ouais, sérieusement, c'était fantastique. Merci. Non, en fait, l'empathie, c'est une compétence. C'est pas une qualité humaine comme telle, c'est vraiment une compétence. En fait, la capacité pour une personne de se mettre à la place d'une autre, prendre un autre point de vue, de se décentrer par rapport à son point de vue et de se mettre à la place d'une autre. Et ce qui est important à noter lorsqu'on parle d'empathie, c'est qu'il y a toute une série de notions avec lesquelles on confond l'empathie. L'empathie est souvent confondue avec la sympathie, la pitié, la compassion. Et en fait, on va dire que la pitié, c'est le fait d'être désolé pour une personne. Donc, on reste de son côté, on voit qu'il y a une personne qui souffre, on continue son chemin, mais on est désolé pour elle. Ouais. La sympathie, c'est un peu plus élevé, on va dire, en termes de compréhension et d'engagement. On a carrément de la peine pour la personne. Donc, on est capable d'avoir cette peine, sans nécessairement la partager, mais on se dit, ah, c'est vraiment dommage, je suis vraiment triste pour toi. L'empathie, c'est vraiment juste au-dessus de la sympathie, c'est-à-dire, je constate une émotion, je constate une réalité qui n'est pas la mienne. Je suis capable de comprendre et de ressentir cette émotion sans nécessairement en faire mon émotion à moi. Donc, je garde ma distance et donc, j'ai envie de dire mon professionnalisme, mais en ayant la capacité de percevoir les émotions comme si c'était les miennes et donc de les adresser comme si c'était les miennes, ou en tout cas, essayer de les adresser comme si c'était les miennes. Et au-delà de l'empathie, là, c'est vraiment la totale en termes de compréhension et d'engagement, mais c'est un peu too much parce qu'alors là, on peut sombrer. C'est être ému pour la personne. Donc, on ne fait plus de distance entre la personne qui vit son émotion, qu'elle soit positive ou négative. On vit cette émotion et on la prend pour soi. Et quand je parle de professionnalisme grâce à la distance de l'empathie, c'est-à-dire que on accepte que c'est son émotion, ça reste son émotion, mais je la ressens suffisamment que pour pouvoir l'adresser, pas pour tomber avec elle dans la tristesse ou tomber avec elle dans la joie sans que ça ait de lien avec ma propre personne, ma fonction ou ma logique. D'accord. Donc, c'est vraiment, au niveau de l'empathie, c'est ça. Alors, ce que tu as dit tout à l'heure, c'était que c'était pas
une manière d'être, hein, c'est ça que tu as dit? Et que c'était une compétence. Ce qui veut dire que tout le monde peut faire preuve d'empathie. Exactement. OK, Exactement. d'accord. C'est-à-dire que ça prend. Alors, il y en a, comme toutes les compétences, il y en a qui ont des prédispositions Ouais. à exhibiter, j'ai envie de dire en français, je ne sais pas, à affirmer et à faire montre de Je cette. cherche encore la traduction de exhibit en français, je sais pas. Voilà, c'est vraiment le mot Démontrer adéquat. peut-être ou Voilà, démontrer ouais. cette compétence. Et ceux qui ne sont pas nés avec ou qui Mhm. n'ont pas appris cette compétence tôt, eh bien, ils peuvent la développer. C'est OK. une compétence qu'on développe. Ça se développe à l'école de plus en plus. Oui. En tout cas, en Scandinavie, est-ce qu'on dit Scandinavie? En tout cas, en Europe du Nord, eh bien, dès le plus jeune âge, il y a des cours d'empathie à l'école. Ah, En France, ouais, depuis plusieurs années au Danemark, je pense. En France, maintenant, il commence à être soit discuté, soit tout doucement mis en place des cours d'empathie, mais ça, c'est dans le contexte du harcèlement scolaire. ah d'accord. C'est-à-dire que si les enfants sont simplement contents que ce ne soit pas eux qui soient l'objet du harcèlement et qui passent leur chemin, qui sont à la limite dans la pitié, mais c'est tout, Ouais, le harcèlement ne va pas s'arrêter. Par arrêtez, contre, ouais. s'ils sont dans l'empathie, eh bien, ils vont avoir suffisamment de partage du sentiment de la personne qui est harcelée que pour passer à l'action et faire en sorte OK. que cette difficulté disparaisse ou diminue pour la personne harcelée. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'ils commencent à mettre en place des cours d'empathie. Euh, mais c'est effectivement une capacité, une compétence de se mettre à la place de l'autre qui s'apprend comme énormément de compétences D'accord. personnelles qu'on appelle soft skills, mais Ouais, pour nous, meta skills, évidemment. d'accord. Alors à ce moment-là, à quel moment on parle d'empathie structurelle? Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu rajoutes le mot structurel, là, tu vas où? Voilà. En fait, nous, quand on utilise le mot empathie structurelle, en fait, on utilise plutôt le mot empathie organisationnelle. D'accord. C'est-à-dire une empathie au niveau de toute une organisation. OK. Alors, la différence entre l'empathie personnelle et l'empathie organisationnelle, c'est que une personne peut développer une compétence à titre personnel et l'exercer dans ses interactions personnelles. Lorsqu'on parle d'empathie organisationnelle, Mhm. c'est évidemment avec toute une série de personnes qui elles-mêmes démontrent de l'empathie personnelle, Mhm. mais elle est structurelle, donc organisationnelle, lorsque il y a des process en interne qui sont mis en place pour que les réalités des parties prenantes, donc les interlocuteurs de l'organisation, soient systématiquement prises en compte, donc dans leurs intérêts, dans la compréhension structurelle des intérêts de tiers, soient systématiquement prises en compte pour prendre des décisions au sein de l'organisation. Je donne un exemple. Si dans une organisation, on a l'habitude de lancer des nouveaux produits et de se dire stratégie au doigt mouillé, si ça nous plaît, ça va plaire à tout le monde, ce que font la plupart des organisations, c'est Oui. triste. Ça peut fonctionner parfois, ça peut ne pas fonctionner Ouais. souvent. Et l'organisation, si elle ne se pose jamais la question de savoir quel est le ressenti, quels sont les intérêts et quelles sont les réalités de nos parties prenantes, pas uniquement les clients, les Mhm. parties prenantes en général, eh bien, l'organisation va travailler au petit bonheur la chance. Parfois, ça va bien se passer, parfois pas. Mhm. Une organisation qui est empathique de manière organisationnelle, outre le fait qu'il y a plus de personnes en son sein qui sont empathiques, c'est une organisation qui utilise des méthodologies pour que la majorité du temps, il soit tenu compte en amont des réalités des parties prenantes concernées. Et donc, et c'est marrant, on en discutait offline, j'ai envie de dire, avant de décider de lancer un nouveau produit, une organisation plus empathique aura le réflexe de d'abord faire une recherche utilisateur, OK. selon une série de principes et de logiques. D'abord, vérifier l'intérêt, le besoin, les réalités, les conditions des parties prenantes, quelles qu'elles soient. S'il y a que les clients qui sont potentiels qui sont concernés, eh bien, la question serait par rapport aux clients potentiels. S'il y a les clients, le gouvernement, les collaborateurs, les partenaires, eh bien, la recherche se ferait vis-à-vis de chacune de ces parties prenantes
et que ça entre dans le process normal de l'entreprise. De Mhm. toujours se poser la question vis-à-vis de l'interlocuteur, enfin, en prenant le point de vue Mhm. de l'interlocuteur avant de prendre une décision sur comment est-ce qu'on va le traiter et qu'est-ce qu'on va faire pour lui, entre guillemets. La majorité des organisations, elles se posent la question qu'une fois que le produit est fait Ouais. et qu'il s'agit de le vendre et qu'il ne s'est pas bien vendu et qu'on se pose la question de savoir pourquoi il n'achète pas, Mhm. bien, ils se posent la question, une fois que le produit est fait, comment le rendre appealing, attirant dans la Attirant. publicité. Ouais. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elles se posent la question, pas avant de décider de construire tel ou tel produit. Et donc ça, c'est un des aspects de l'organisation empathique. Et l'empathie organisationnelle, elle intervient aussi parce que lorsqu'il s'agit de mesurer le succès d'un produit, d'un service, d'une décision ou quoi que ce soit Mhm. au sein de l'organisation, ces mesures de succès seront à la, à la lumière de l'amélioration du produit ou OK. de l'offre par rapport à la situation de départ des parties prenantes. Un exemple, je lance une nouvelle boisson qui est censée être énergisante. On va pas uniquement mesurer le succès au nombre de ventes, Mhm. on va aussi mesurer le succès de ce nouveau produit à l'impact effectivement énergisant qu'il a eu sur la majorité des parties prenantes. Ah d'accord. OK. Et Et ce qui c'est qui fait qui est en charge, en fait, de créer cette, empathie organisationnelle à l'interne? alors, c'est une très bonne question. Il y a très peu d'organisations qui sont comme ça, donc c'est un métier qui existe encore très peu OK. et c'est typiquement des rechercheurs, j'essaie de trouver les mots en français, Dis-le des en re anglais, on va chercher ensemble. des UX researchers, Ah, oh, des business designers, donc comment dire? Donc ce sont typiquement des personnes qui sont formées au design OK. global, c'est-à-dire aux méthodologies de design, qui vont effectuer des recherches en amont OK. pour voir dans quelle mesure l'un ou l'autre produit devrait être lancé, l'une ou l'autre initiative devrait être lancée. Alors, quand je parle de UX researcher ou de business designer ou de designer de manière générale, Mhm. ce qui se passe actuellement, c'est que comme la fonction de designer n'est encore que très peu connue dans les Ouais. entreprises, à part designer graphique, eh Ouais. bien, c'est si une personne ou un ensemble de personnes ont certaines compétences, qu'elles vont les mettre à profit dans le cadre de leur métier. Ouais. Donc, si moi, je suis marketeur et que j'ai conscience que le marketing orienté utilisateur nécessite, dans le cadre de mon étude de marché, Mhm. de procéder d'une certaine manière plutôt que d'une autre, alors je vais l'utiliser. OK. D'accord. Mais actuellement, c'est vraiment pas répandu, Ouais, bah, malheureusement. oui, bah, je tu en parles et puis j'essaie de voir quelles sont les entreprises que je connais qui pourraient avoir cette fonction à l'interne, puis il y en a très peu effectivement. Bon, dépendamment des continents, mais effectivement, même dans les continents autres, il y en a pas forcément beaucoup dans beaucoup d'entreprises ne l'ont pas. Il y en a très peu et c'est assez logique. C'est une discipline, donc le design, on va dire, nous on l'appelle le design stratégique parce que c'est ce qu'on fait. Ouais. C'est une discipline qui est encore peu pratiquée au sein des organisations. Lorsqu'on parle de design dans les organisations, comme je le disais il y a un instant, on parle surtout de design visuel. Ouais. Commence à parler de design d'expérience, de Mhm. design Mhm. de produit pour l'ergonomie d'un site web, d'une application ou d'objets de la vie courante comme des chaises, des meubles, etc. Donc ça commence à, à arriver dans les entreprises, mais au-dessus du design d'objets, du design d'expérience, il y a ce qu'on appelle le design stratégique. Et ce dont on est en train de parler, donc la prise de décision en amont Ouais. dans les entreprises, c'est plutôt au niveau du design stratégique. Nous, chez Pinchasa, c'est ça qu'on fait, du design stratégique. D'abord et avant tout, après on descend parce qu'il faut bien l'implémenter, Ah mais oui, bien sûr. c'est au niveau du design stratégique. Et certaines entreprises qui sont encore plus avancées font du design euh, un état d'esprit de toute l'organisation. Et ce n'est plus que les gens qui sont formés aux méthodologies design qui la pratiquent, mais Mhm. tout le monde dans l'organisation, qui ont le même type de réflexe. Ces organisations sont de type Apple, Spotify, Ouais. Nike, etc. Bon. Donc,
Donc c'est un peu ça. Il n'y a pas de métier comme tel encore qui soit vraiment reconnu pour ces aspects-là, mais OK. ça ne saurait tarder. Oui. Alors, au niveau de la direction, donc du top management, OK? Qu'est-ce qui pourrait les inciter, en fait? Qu'est-ce qu'on leur donne comme argument pour implémenter une empathie organisationnelle? Parce que les autres, on s'entend, ils ont toujours ce réflexe de dire qu'est-ce que ça nous apporte. Exactement. Le travail, c'est essentiellement ce travail que nous avons fait chez Pinchasa ces dernières années, c'est essayer d'établir aisément le lien entre empathie organisationnelle et rentabilité. OK. Ce lien, heureusement pour nous, il a été fait notamment par des McKinsey et consorts. Donc, OK. ils nous ont permis en fait de rassembler une série de données. Et je vais essayer de retrouver les chiffres euh, OK. sur le site de Pinchasa. Un instant, si tu permets. Oui, bien sûr, vas-y. On pourra couper au montage, mais je me suis retrouvée sur la page de Pinchasa. Mais en fait, euh, moi, je parlais de design. Donc, les méthodologies design sont un ensemble de méthodologies qui mettent au centre l'utilisateur final, donc on va dire Mhm. les participants lorsqu'il s'agit de ça, et donc ils utilisent l'empathie pour construire en fait des solutions. Mhm. Lorsqu'une entreprise utilise l'empathie organisationnelle, on Mhm. disait qu'elle a une maturité design importante. OK, d'accord. Soit elle utilise les méthodologies design pour faire des visuels, ça marque son identité visuelle ou autre. Et là, alors, elle se pose la question de savoir à qui elle s'adresse pour composer une identité visuelle, par exemple, qui conviendrait avec son public. Ça, c'est aussi un ensemble de méthodologies design si elle le fait bien, mais c'est au niveau visuel. Si Ouais. elle le fait au niveau de l'expérience, qu'elle utilise les méthodologies design pour prendre des décisions dans le cadre d'une construction d'expérience, de produits ou de services, Mhm. alors elle aura une maturité design plus élevée. Mhm. Si elle utilise le design au niveau stratégique, elle aura une maturité design encore plus élevée. Et si elle l'utilise comme culture de toute l'entreprise, ben, on considérera que l'entreprise est au plus haut de la maturité design et on l'appellera alors designful, entre guillemets. Design? Designful entreprise. Design full. OK, d'accord. Parfait. Donc, totalement design. Donc, ils sont Totalement. intégrés dans toutes les sphères de l'organisation. Voilà, dans toutes les sphères. Et OK. donc, je viens de retrouver les chiffres, OK. mais en fait, les entreprises orientées design sont reconnues comme étant les plus performantes à titre de revenus par rapport à leur moyenne sectorielle. Elles génèrent 36% de revenus en plus Ah, quand même. que, que leur contrepartie du secteur, que leurs acolytes de secteur. Et surtout, au niveau des profits, Mhm. c'est 52% de profits en plus que leur moyenne sectorielle. Wow. Et donc voilà, quand je disais qu'on avait vraiment recherché le lien entre empathie et profitabilité, il est là, il est évident, il n'est pas facile à comprendre au quotidien par les entreprises, mais Mhm. il est là. Est-ce que on peut faire une corrélation entre l'empathie organisationnelle et le human experience? Parce que, tu sais, on avait commencé avec le CX, le EX et tout ça. Et de plus en plus, les entreprises s'en vont vers le HX qui est l'humain au centre de tout ce qu'on fait en tenant compte de toutes les parties prenantes. Est-ce qu'il y a une corrélation entre tu sais, on peut faire Exactement. les deux? Exactement. En fait, et c'est bien qu'elles aillent vers ça parce que nous, notre logique, c'est de dire, en fait, l'empathie est le pont qui sépare les entreprises de leurs rêves les plus fous. OK. Raison très simple. C'est que si vous donnez à une personne ce qu'elle veut, ben, elle va être contente, suffisamment contente que pour vous donner ce que vous en attendez en OK. retour. Ouais. OK. Ouais. Lorsqu'on parle de CX et de EX, on applique le même principe Mhm. pour les clients Ouais. et pour les collaborateurs. Mhm. Les clients comme les collaborateurs, at the end of the day, ce sont des êtres humains. Ouais. Si on va plus loin, on parlera alors d'expérience pour les partenaires. Ouais. Exactement. Et une fois qu'on a fait ceci, on se retrouve dans une logique d'empathie à 360 degrés, 360. celle que nous, on préconise. Et Ouais. donc, on en revient à la Human Experience, HX. Et effectivement, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord.
Parfait. Écoute, ouais. Là maintenant, je veux dire, de t'entendre parler, j'ai pu faire les liens tout de suite. Je dis ok, d'accord. Et en plus, tu as raison parce que c'est vraiment vers là que de plus en plus on tend. Je veux dire, oui, on parle toujours de CX, de EX, de PX, whatever, mais de plus en plus. Puis bon, c'est sûr, c'est toujours les plus grosses. Tu sais, il y a certaines entreprises innovantes, il y a certaines entreprises avant-gardistes qui sont déjà en train de faire des human experience. C'est pas encore aussi développé. Donc je comprends en fait quand tu me dis aussi que la maturité n'est pas forcément là pour la majorité des entreprises parce que c'est la même chose pour le HX. Là, il y a c'est pas toutes les, en tout cas, il y a très peu d'entreprises qui sont au HX, même si on en entend de plus en plus parler. Tout à D'accord. fait. Nous, on va même plus loin parce que on a réduit le principe du CX, de EX, de UX, etc. à l'expérience et l'expérience égale simplement l'empathie finalement. Pour Ok. nous, euh, on va même plus loin dans notre logique, c'est que on considère que sans empathie à 360 degrés, donc l'empathie organisationnelle, une entreprise se condamne à mort. Non, mais c'est quand même, ouais. Voilà. Donc, quand on analyse vraiment cela, pour une raison très simple. Ok. Lorsqu'il n'y a pas de concurrence, une empathie, même une entreprise, pardon, même qui ne tiendrait pas compte de ses interlocuteurs à 360 degrés, pourrait continuer à vivre. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cœur de ces interlocuteurs? Sur C'est la route. ressentiment. Ouais. Et Ressentiment son attente aussi. et de l'attente qu'un autre vienne les délivrer Ouais. de l'entreprise monopolistique qui a eu un comportement non empathique. Parce qu'une Ouais. entreprise peut être monopolistique si elle a une maturité design élevée, elle aura tendance à ne pas être un problème pour les gens. Ouais. Face à cette entreprise, il suffit qu'une nouvelle entreprise entre sur le même marché et l'entreprise monopolistique qui a développé des comportements égocentriques et Ouais. autocentrés parce qu'elle ne se sentait pas vraiment poussée à faire autre chose, eh bien, elle va se retrouver dans une situation potentiellement de déficit, Ouais. puisque elle aura créé un exode massif Ouais. vers une nouvelle entreprise. Ouais. La réalité, c'est qu'on ne sait absolument pas, et encore moins aujourd'hui dans un monde où la concurrence peut venir de partout, on ne sait absolument pas qui va déloger les entreprises qui sont dans le haut du panier, on va dire, Ouais. de la chaîne alimentaire. Elles ne savent absolument pas qui va les déloger demain. Il y a Ouais. une seule chose qu'elles savent, c'est qu'elles vont être délogées demain parce qu'il y a un enfant dans sa chambre avec son petit ordinateur qui va trouver une solution qui va les rendre absolument non pertinentes pour le futur de leur cible actuelle. Ok. Et donc, si elles ne se posent pas suffisamment de questions Ouais. par rapport aux besoins de leur cible, elles vont manquer le moment où leur cible commence à regarder ailleurs. Elles vont manquer les opportunités dues à des nouveaux besoins de leur cible vu l'évolution du monde. Et elles vont simplement manquer aussi de cette connexion émotionnelle, de sympathie et de sentiment de communauté qui pourrait retenir leur cible d'un exode vers une autre entreprise qui pourrait arriver et qui va arriver. Il n'y a même pas de question. Qui va arriver. Wow. Ça, c'est au niveau des entreprises. Au niveau des États, Justement, c'est ça ma prochaine question, c'était comment tu l'appliques au niveau des organisations publiques qui considèrent que de toute façon, il n'y a aucune concurrence, puis voilà. c'est vraiment marrant parce que ce qu'on observe, et je vais encore parler des pays en Europe du Nord, c'est que les Européens du Nord payent plus d'impôts que les Européens, on va dire, du centre. La France, la Belgique, tout ça. Ce sont les pays que je connais le mieux puisque c'est là que je suis née et j'ai grandi. Ce qu'on observe, c'est qu'en fait, les Européens du Nord ont généralement confiance dans leur gouvernement parce qu'ils ont la conviction que quand ils mettent de l'argent dans le pot commun, ce pot commun est utilisé dans l'intérêt de tous, dont le leur. J'ai pas dit dans leur intérêt et celui des autres. J'ai dit dans l'intérêt de tous, dont le leur. En France, en Belgique et dans des pays qui ont la même logique et le même système politique, on va dire, et les mêmes tares, les pays d'Afrique qui en sont issus aujourd'hui, on remarque une chose, c'est que les gens ne payent
que les impôts lorsqu'ils n'ont pas le choix. Ouais. Ils payent les impôts que lorsqu'ils n'ont pas le choix, lorsqu'ils prennent un plus grand risque à ne pas les payer, lorsqu'ils seront pris d'office à ne pas les payer. Par là, je veux dire que le travail au noir est une pratique courante. Ouais. Pour autant qu'ils ne soient pas pris. Oui. Ouais. D'accord ? Et lorsqu'ils ne peuvent pas travailler au noir, mais qu'ils ont la possibilité de ne plus être autant taxés, en France, en Belgique ou autre, eh bien, ils partent pour être moins taxés. Ouais. Tant, dans leur calcul, ils pourraient se dire, tiens, j'ai grandi dans un contexte où c'est l'État qui m'a permis d'étudier, d'aller à l'hôpital, de ceci, de cela. Il y a eu énormément de mutualisation pour laquelle j'ai payé, bien entendu. Ouais. Mes parents ont payé. Mais il y a eu cette mutualisation. Et c'est cette mutualisation qui m'a permis de ne pas devoir tout débourser chaque fois que j'avais un besoin. Alors moi qui ai vécu en Afrique centrale, je vois la différence lorsque on est dans un État-providence ou lorsqu'on ne l'est pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mutualisation lorsqu'on Ouais. est en Afrique centrale. Si vous avez besoin d'eau et que vous voulez avoir de la certitude d'eau, il vaut mieux avoir votre propre puits. Ouais. 80 000 $, c'est pas quelque chose que chacun peut ou veut dépenser Je pense. juste pour avoir une garantie d'eau. D'accord? Donc, juste pour donner un contexte. Mais donc, en ce qui concerne les États, ceux qui ont tendance à ne pas tenir compte de leurs citoyens comme de personnes dont il faut être empathique, il faut être empathique et dont il faut tenir compte, ils se retrouvent face à une fuite de cerveau et une fuite de capitaux. Parce que ceux qui ont le choix font un exode. Ouais. Et il leur reste les dégoûtés, les dégoûtants, ceux qui n'ont pas le choix, etc., etc. Donc, ceux dont l'État veut le moins. Ouais. C'est-à-dire, mais ceux dont l'État veut le moins. Et donc, on se retrouve dans une situation pour un État qui n'est pas empathique, comme le sont la grande majorité des États, où ce qu'ils font, c'est effectivement du marketing, de la communication pour attirer les meilleurs cerveaux, attirer les meilleurs capitaux. Mais une fois que ces cerveaux et ces capitaux sont là, l'État se retrouve dans une situation où il veut les favoriser eux, mais comme il n'a pas de logique empathique, c'est au détriment des autres. Ouais. Et c'est un cercle vicieux dans lequel il se trouve qui fait que je ne sais pas comment ils vont s'en sortir autrement que par l'empathie, mais ça me paraît extrêmement difficile. Et ce que je comprends aussi, c'est que de faire preuve de cette empathie organisationnelle, là, ça crée un, je sais pas comment le dire en français, the trust, La confiance. merci. Ça crée la confiance. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la force, si tu veux, des pays scandinaves, cette capacité de croire en l'État ou d'avoir confiance assez pour dire, écoute, je cherche pas à aller sur le côté pour évoluer parce que je leur fais confiance. Exactement. Et c'est vraiment ça. Lorsque une personne se sent en confiance avec une autre, c'est d'abord parce qu'elle se dit, même si je baisse ma garde, cette personne prendra soin de moi. Ouais. Et c'est très simple dans l'expérience client. Lorsqu'on... Alors, c'est ton métier, tu le connais mieux que moi. Ce que nous, on perçoit de l'expérience client quand on le fait, c'est que il vaut mieux cartographier cette expérience pour réaliser quels sont les points qui ne nous concernent pas personnellement, mais qui sont des points d'attention parce qu'il y a des émotions fortes ou des attentes fortes ou des réalités qui peuvent basculer à des moments ou à un autre pour pouvoir les anticiper. Et chaque fois qu'un client a l'impression qu'on a pensé à lui, pour lui, avant qu'il n'ait dû nous le dire, il renforce sa confiance. Ouais. Et c'est ce qu'on a mis en place dans notre entreprise du temps où on faisait des pins il y a plus de 5 ans, parce que nous nous trouvions dans une situation où on voulait vendre à distance, au cœur de l'Afrique, des produits qui n'étaient pas de première nécessité, qui étaient 2 fois plus chers que les autres et pour lesquels on exigeait un paiement d'avance. Dans un contexte où personne ne paye d'avance. Mais pour réussir cet exploit, il a fallu qu'on mette en place un système au niveau de toute l'organisation, de telle sorte que chacun des membres de l'organisation ait un comportement qui inspire la confiance. Vous pouvez laisser votre argent chez Pinchasa et ne vous inquiétez pas, tout se passera même mieux que ce que vous avez imaginé. Et ce n'est que cette promesse et cette confiance qui a permis en fait de générer des transactions.
Nous, on était dans une situation où on en avait besoin. Mmh. Les États pensent qu'ils ne sont pas dans une situation dans laquelle ils en ont besoin, mais dans un contexte où le monde est un village et n'importe qui peut aller vivre ailleurs que là où il est né, eh bien, en fait, les États en ont besoin. Besoin, ouais, effectivement. Waouh. Écoute, c'est tout le temps qu'on a, mais my God, c'est super génial. Alors, est-ce que tu peux rappeler aussi aux personnes, à notre auditoire, comment est-ce qu'ils peuvent rentrer en contact avec toi, s'ils veulent avoir plus d'informations sur l'empathie organisationnelle, comment est-ce qu'ils peuvent faire aussi? Alors, la première chose qu'ils peuvent faire, c'est aller sur www.pinchasa.com. On va mettre dans la description. Voilà. Ils peuvent faire ça. Et là, en général, il y a tout en bas, toute une série de contenus qu'on a partagés ou qu'on partage, qui se trouvent dans nos vidéos, dans les webinaires dont tu parles. Je ne sais pas s'ils y sont déjà, mais ils devraient arriver OK. dans peu de temps. Et là, ils ont accès à tout ce qu'on a mis à disposition de la communauté. Ils peuvent aussi nous trouver sur LinkedIn Mmh. en tapant simplement @pinchasa. Et ils peuvent nous écrire à contact@pinchasa.com. C'est aussi disponible sur le site. Ce sont les manières les plus classiques de nous contacter, mais on est sur tous les réseaux. Et moi, je suis Laetitia et je suis disponible sur LinkedIn. Oui. Avec plaisir sur ces sujets-là. Et évidemment, en étant connectés d'une manière ou d'une autre à Pinchasa, ben, ils seront prévenus lorsqu'on refera l'une ou l'autre Des webinaires. masterclass ou webinaire sur le Au sujet qui sujet. continue à évoluer parce que nous, on a parlé de chiffres pour Ouais. aider justement nos propres clients à convaincre leur management. Et oui, donc il y aura toujours des éléments comme ça qui pourront venir trouver chez nous. Merci beaucoup, Laetitia, pour le podcast d'aujourd'hui qui était très, très, très instructif. Écoute, avec plaisir, quand tu veux. D'accord. Alors, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été avec nous aujourd'hui. On se revoit encore dans 2 semaines. Au revoir. Au revoir à tous.